Chapitre 1 de la blessure d'abandon et de ses causes. Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. Cette forme d'abandon signifie la perte du bonheur à tout jamais, une histoire de paradis perdu. Tant de récits transmis depuis des millénaires, religieux ou non, en sont riches d'exemples. Un jour ou l'autre, des liens très forts ont été rompus ou mal nourris, abandon réel, négligence, séparation, deuil, rupture, éloignement ou exil forcé. Toutes les personnes qui en ont souffert se posent les mêmes questions. La première étant « Pourquoi moi ?» Pourquoi ? Puis tout au long de leur vie, elles remettent en scène cette rupture du lien, malgré une quête insatiable d'amour qui viendrait combler le manque, les aider à construire ou reconstruire un sentiment d'identité stable et sécurisant. La blessure d'abandon très profonde, quoique sans marque apparente, est l'une de celles qui persistent le plus longtemps. Elle conditionne toute la vie de ceux qui l'endurent, sans toujours en avoir conscience. Le cœur est dévasté. Ne subsiste qu'un sentiment de vide abyssal, d'impuissance et de désespoir. Un peu d'étymologie. Étymologiquement, laisser abandon est d'origine germanique. Ban signifiant laisser au pouvoir d'eux, à la merci d'eux. Céder, confier, quitter. Et finalement, délaisser. C'est de là que viennent l'expression « mettre au banc de la société » et le verbe « bannir », condamné à l'exil. Le Petit Larousse définit le terme « être abandonné » comme le fait d'être délaissé, négligé. Tout au long de ces pages, vous comprendrez combien les mots des personnes abandonnées ne sont que le pâle reflet de ce qu'elles ont souffert, car rien ne peut décrire l'ampleur de la charge émotionnelle, à tel point que certaines affirment qu'elles auraient préféré être orphelines plutôt qu'abandonnées. Le vocabulaire de l'abandon. Exclusion, humiliation, maltraitance, rejet, trahison. L'abandon existe sous de multiples formes. Saverio Tomasella. Le sentiment d'abandon. Les blessures d'abandon entraînent différents troubles émotionnels très pénibles, fortement ancrés. Plusieurs termes les décrivent. Syndrome d'abandon, abandonnisme, névrose d'abandon, personnalité abandonnique, sentiment d'abandon, angoisse de séparation. Sigmund Freud fut le premier à utiliser les termes « angoisse d'abandon », faisant référence à ce que ressent le tout petit enfant dès qu'il n'est plus en présence de sa mère ou de la personne qui en tient lieu. Qu'elle ne soit plus près de lui quelques minutes ou quelques heures et la peur d'être abandonné s'installe en lui. Instinctivement, il sait qu'il ne peut survivre seul. Cette peur disparaît lorsque tout se déroule bien sur le plan émotionnel, dès que sa mère est près de lui. Le psychiatre et psychanalyste américain René Spitz a été l'un des premiers à théoriser ce type de traumatisme à partir de l'observation d'enfants séparés précocement de leur mère. Il développait ce qu'il appelait une dépression anaclytique, la dépression du nouveau-né. Le syndrome d'abandon décrit un état psychologique et émotionnel d'insécurité dans tous les domaines de la vie relationnelle, famille, amour, amitié. Il porte aussi le nom d'abandonnisme, pathologie dont on souffre lorsqu'on a été abandonné ou qu'on pense l'avoir été, par négligence, inattention ou maltraitance. On rencontre aussi ces termes. Névrose d'abandon, où prédomine l'angoisse de l'abandon et le besoin de sécurité. Blessure d'abandon, douleur due à un abandon réel ou un sentiment d'abandon. Sentiment d'abandon, lorsque l'on vit une situation comme un abandon. Une personne qui souffre d'abandonnisme, quel que soit son âge, est dite abandonnique. Il existe différentes formes d'abandon. Le refus de l'enfant durant la grossesse, l'abandon de l'enfant à sa naissance, l'enfant négligé, accueilli à contre-cœur, rejeté affectivement et émotionnellement, privé de soins ou d'attention à ses besoins, enfant maltraité, psychologiquement, émotionnellement, physiquement ou sexuellement, enfant éloigné trop tôt du foyer familial, séparation contre son gré, rupture amicale ou amoureuse, et deuil vécu comme un abandon. Pour tous les spécialistes, la personne dite abandonnique est dans une quête constante d'amour afin de compenser les carences affectives dues à une séparation traumatisante ayant eu lieu le plus souvent dans l'enfance. Pourtant, cette recherche s'accompagne très souvent d'un refus inconscient de créer des liens forts par peur de la rupture. S'ensuit l'inlassable répétition de séparations, provoquées parfois inconsciemment, vécues comme des abandons. L'avidité affective n'est jamais comblée. Je suis abandonné. Chacun souffre de mémoires toujours reliées à des sentiments d'impuissance ou de culpabilité. Jeanne van Deckbroek. Je suis abandonné, ces mots décrivent différentes réalités. Il peut s'agir d'un abandon réel, comme dans les situations d'accouchement sous X, ou bien lorsqu'un enfant est retiré à sa famille biologique, plus ou moins jeune, pour être confié à l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, autrefois la DAS.
à un orphelinat ou une famille d'accueil. Il peut aussi s'agir d'enfants élevés par un autre membre de leur famille ou un parrain, une marraine pendant une période plus ou moins longue. Chiffre noir. Chaque jour dans le monde entier, on abandonne des enfants. Le chiffre noir d'une enquête de l'Institut national des études démographiques en 2006 établissait que 40% des SDF âgés de 18 à 24 ans sortaient du dispositif de protection de l'enfance. C'est son histoire. Amina, 39 ans. Ma vie est un chaos sans nom. Elle ne ressemble plus à rien, je ne l'aime pas et je ne me supporte plus. Amina a de graves problèmes d'estime de soi, de confiance en elle, malgré de réels et divers talents. Égyptienne d'origine, elle a été adoptée à 3 mois après avoir été confiée à un orphelinat le jour de sa naissance par une mère libanaise réfugiée en Égypte durant la guerre. Dès 30 ans, de graves problèmes identitaires l'obsèdent, malgré une enfance heureuse, dans sa famille adoptive, avec 2 autres enfants venus du même orphelinat. Amina réussit brillamment tout ce qu'elle entreprend. Violon, danse, théâtre, études. Mais elle se dévalorise constamment. Je dois mériter d'avoir été choisie parmi tous ces enfants abandonnés, pense-t-elle, poussée par un perfectionnisme qui l'épuise. Elle n'est jamais satisfaite. Sa culpabilité est grande. Il y a tellement d'enfants qui n'ont jamais été adoptés, qui vivent à l'orphelinat jusqu'à l'âge adulte. Pourquoi est-ce qu'on m'a choisi, moi ? Elle pleure beaucoup, dort mal depuis toujours. Ses nuits sont remplies de peurs, de cauchemars d'animaux violentés ou en grand danger. Durant toute son enfance, elle ne s'endort qu'entre ses parents ou sur un matelas au pied de leur lit. Elle pense au bébé qu'elle était et sanglote tout en ressentant une grande colère. Elle se montre très agressive avec son père adoptif qui ne lui a jamais fait un seul compliment, trop exigeant. Elle s'insurge avec force contre toutes les formes d'injustice. Amina se demande pourquoi elle vit. Pierre, 45 ans. J'aurais préféré être un enfant comme les autres. On ne m'aurait pas traité de bâtard à l'école. Je suis un enfant de la DAS, comme on dit, avec un matricule. Un dimanche, j'avais 12 ans. Ma mère est venue me voir, disant qu'elle regrettait, qu'elle n'avait pas pu faire autrement. Elle n'est pas restée longtemps. Une voiture l'attendait loin. Un homme inconnu au volant. Je sais bien, on ne nous a pas donné le mode d'emploi de la vie. On ne nous a rien transmis, même pas comment survivre à cette tragédie. Il faut oublier qu'on n'a pas voulu de vous, parce qu'à cette idée, on se sent tellement fragile et vulnérable. Un souffle un peu fort et vous tombez par terre, le nez dans le ruisseau, comme un chantait Gavroche. On ne supporte plus les déceptions, encore moins les séparations ou les deuils. Même quand votre vie est plutôt bien, on a toujours peur qu'elle bascule. C'est plus fort que soi. On n'y peut rien. La cicatrice est prête à se rouvrir. Même quand vous savez que vous n'êtes responsable de rien, il y a un fond de culpabilité. Sans parler de la honte. Toute sa vie, on sera un enfant de la DAS. Je me sens abandonnée. Chaque être humain a vécu au moins une fois dans sa vie la crainte ou la réalité d'un abandon. Se sentir abandonné est un sentiment ressenti qui existe sans qu'il y ait eu un réel abandon. Nous verrons que les situations et événements qui l'installent sont très nombreux tout au long de la vie. Les témoignages qui suivent ne sont pas exhaustifs, il y en a tellement. Fanny, 34 ans. Fanny porte toute sa souffrance sur son visage. Sa grand-mère maternelle, très dépressive, menaçait sans cesse de se suicider. « Si tu n'es pas sage, je me suicide. » Depuis toute petite, Fanny est la confidente de sa mère, qu'elle materne. Dans ma famille, on n'a pas le droit d'aller mal, et quand ça ne va pas, on ne peut pas dire pardon. On n'a même pas le droit de pleurer. À 13 ans, Fanny fait une tentative de suicide. Mais ne comprenant rien, ses parents l'installent seule dans un studio dans la même rue. Sous son calme apparent, la rage bouillonne, la peur l'oppresse. Elle est obsédée par l'image de son père qui brandit une badine. Il l'a beaucoup frappée, surtout quand elle s'interposait entre lui et sa petite sœur qu'elle voulait protéger. Elle détestait son précédent thérapeute, qui n'attendait qu'une chose, qu'elle se réconcilie avec sa mère. Parfois, elle se demande pourquoi elle vit. Il n'y a pas de hasard. Elle est aujourd'hui la compagne d'un homme qui ne supporte pas qu'elle se sente mal et qu'elle pleure. C'est comme à la maison, rien n'a changé. Nous retrouverons Fanny plus tard dans notre récit. Éléonore, 42 ans. J'ai 42 ans et j'ai vécu 42 ans de galère. Mon père, qui ne voulait pas d'enfants, est parti de la maison quand j'avais 7 ans. Quant à ma mère, elle travaillait beaucoup. Ce sont des nourrices dont plusieurs ont été sadiques. J'ai encore des marques de griffures dans le dos, qui m'ont élevée jusqu'à 10 ans, âge auquel ma mère a décidé que je pouvais très bien me débrouiller toute seule. À la maison, il n'y avait personne pour moi. À 17 ans, j'ai fait une tentative de suicide pour alerter ma mère, tenter d'attirer son attention. Mais à l'intérieur, la petite fille est morte pour toujours. J'ai été rejetée. Au-delà du silence, il y a la solitude entre l'abandon et la trahison. Henri de Monterland.
Le sentiment de rejet est un peu différent de celui d'abandon. Il peut être ressenti dans tous les domaines de la vie, relationnel ou professionnel, pas seulement en famille. Se sentir rejeté, c'est avoir l'impression qu'on ne veut plus de vous, que vous ne plaisez plus sans que vous en connaissiez les raisons. Un très vilain jour, vous découvrez que vous ne comptez plus, que vous n'avez plus votre place auprès de certaines personnes. Désormais, les portes semblent closes. Estelle, 28 ans. Je suis secrétaire dans un grand groupe. Je travaille à l'accueil et pendant un an, tout s'est très bien passé. Je suis plutôt souriante et accommodante. Ma responsable avait l'air de m'apprécier. Elle me parlait gentiment, me posait des questions sur ma famille, mon enfant. Elle me maternait un peu. Puis petit à petit, elle fut moins agréable, me critiquant pour 3 fois rien, me reprochant de traîner trop longtemps à ma pause déjeuner, alors que je mangeais sur place. Peu à peu, j'ai eu l'impression qu'elle m'avait prise en grippe, que j'étais devenue sa bête noire. Elle me surchargeait de travail, ne me donnait pas toutes les informations nécessaires. J'ai perdu le sourire et j'allais au travail à reculons tous les matins. Je me demandais chaque jour ce qu'elle allait encore me faire subir. À la fin, avec toutes ces critiques devant les autres, je me sentais humiliée et je me retenais de pleurer. Je ne comprenais pas pourquoi soudain elle me rejetait. Elle a fini par me changer de bureau. Maintenant, je suis tout au fond du couloir, là où personne ne passe, complètement isolée. Je n'ai plus confiance en elle, ni en moi, ni en personne. Je dois abandonner. La plus grande souffrance est de se sentir seul, sans amour, abandonné de tous. Mère Teresa. Moïse, l'enfant sauvé des eaux, est l'exemple bien connu de cette forme d'abandon. Sa mère, Jochebed, l'abandonna au Nil pour lui épargner la mort lorsque Pharaon décida de massacrer les fils des Hébreux, alors esclaves en Égypte. Il fut recueilli par la fille du souverain et élevé comme le frère de Ramsès. Cette mère de substitution lui permit de survivre et de devenir prince d'Égypte avant qu'il ne découvre sa véritable famille biologique et ne décide de quitter la cour pour vivre avec les siens. Il s'agit là d'un abandon par amour. Qui pense à s'attarder un moment sur la souffrance ressentie par une personne qui, pour différentes raisons, abandonne son enfant, ou un adulte aimé. Cette situation est souvent négligée dans les ouvrages sur le sujet. Pourtant, qu'éprouve une mère qui accouche sous X, sinon un sentiment d'abandon par le père de l'enfant ou de sa propre famille, ou encore de la société? Que ressentent ceux qui, pour diverses raisons, sont contraints à l'immigration, laissant derrière eux les membres de leur famille trop âgés ou des enfants trop jeunes pour voyager dans des conditions pénibles et vivre sur une terre étrangère? Qu'ont pu vivre les parents qui, au cours de la dernière guerre, ont préféré se séparer de leurs enfants pour leur éviter la déportation? Certaines mères ont choisi parfois de les tuer pour leur épargner ces souffrances. Dans certaines circonstances désespérées, il est beaucoup plus courageux d'abandonner des personnes fragiles plutôt que de les exposer à des situations invivables dans lesquelles elles n'auraient aucune chance de survivre ou dont elles ne pourraient surmonter les tourments. L'abandon peut être une preuve de courage, de prudence et d'intelligence émotionnelle. Dans certaines circonstances de la vie, il faut plus de courage pour mettre fin à quelque chose plutôt que de continuer. Enfants placés en Ukraine. L'ouvrage d'Olia Mitikin-Gaziero, Enfants placés en Ukraine, est exemplaire pour démontrer comment de jeunes mères sont contraintes d'abandonner leurs enfants, ayant elles-mêmes été abandonnées par les institutions et les médecins qui auraient pu les aider à garder leur bébé auprès d'elles. Non seulement elles n'ont reçu aucun soutien, mais elles étaient qualifiées de mauvaises mères, irresponsables, déviantes et dysfonctionnelles, alors qu'elles se séparent de leur petit, la mort dans l'âme, leurs conditions de vie étant extrêmement précaires, pauvreté, isolement familial. Elles sont la honte de leur famille et sociale. Les institutions, hôpital pédiatrique, orphelinat, et leurs réglementations semblent être organisées de façon à déchoir les mères de leur autorité parentale contre leur gré afin de pouvoir disposer des enfants devenus pupilles de l'État pour les placer dans le circuit de l'adoption internationale. Le prétexte invoqué étant le seul intérêt de l'enfant. Le placement d'un enfant dans ce circuit n'est pas seulement lucratif, il permet aussi de perpétuer un discours de discrimination envers des mères issues de milieux défavorisés. Sans négliger le fait que dans la plupart des pays du monde, ce sont elles qui sont accusées d'abandonner leurs enfants, jamais les pères. En Inde aussi, n'est pas mère qui veut. Les femmes enceintes non mariées subissent une très forte pression familiale, sociale et institutionnelle pour abandonner leur bébé. Un grand nombre d'entre elles décident de signer un acte d'abandon irréversible, avec valeur juridique qui ouvre la voie au placement de l'enfant dans un canal d'adoption international. La fécondité masculine étant en baisse significative dans les pays occidentaux, 60% des problèmes de stérilité des couples selon une étude clinique menée aux Pays-Bas, il est évident que de nombreux pays favorisent l'abandon des bébés adoptés à l'international. Les enfants et les mères sont victimes du système, une industrie internationale au sein de laquelle circulent des millions de dollars.
Abandonner un enfant ou un adulte peut être parfois un geste d'amour, mais il n'engendra jamais qu'un absolu désespoir chez la personne qui abandonne et chez l'abandonné. L'abandon dans l'histoire. Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit? Ils ne comprennent rien à leur destin, hélas. Ils semblent dire à Dieu, « Petits comme nous sommes notre Père, voyez ce que nous font les hommes. » Victor Hugo. Abandonner les enfants est une pratique millénaire. Dans l'Antiquité grecque et romaine, l'abandon des nouveau-nés, en particulier des filles qu'on devait doter, pour éviter des familles trop nombreuses, était un acte banal. Une tradition appelée l'exposition avait lieu dans les minutes suivant la naissance, car donner des soins et vêtir le bébé aurait signifié qu'il était accepté. Cette décision appartenait au père qui avait droit de vie et de mort sur sa progéniture. Cet usage fut interdit et puni de mort au VIe siècle après Jésus-Christ, remplacé par la vente des enfants à des marchands d'esclaves. Il pouvait aussi être offert à l'église. Les oblats étaient confiés à un monastère, soit pour augmenter la communauté, soit une vie en vue d'une adoption. Cette pratique n'existait ni chez les Égyptiens, ni les Hébreux, ni les Germains. Si le Moyen-Âge a sévèrement condamné l'infanticide et l'abandon des enfants, c'est aussi à partir du VIe siècle qu'ils sont exposés sur les parvis des églises. Puis l'évêque d'Angers fonde le premier asile pour enfants abandonnés. Plus généralement en Europe, ces enfants, même les plus âgés, sont pris en charge par l'État ou l'Église, avec par exemple la maison de la couche fondée par le prêtre Vincent de Paul, devenu Saint Vincent de Paul, et Louise de Marillac, secondée par les Filles de la Charité en 1640. À partir du XVe siècle, en Italie, et du XVIIe siècle dans les autres pays européens, des tours d'abandon sont créés, utilisés jusqu'au début du XXe siècle. Les enfants déposés là sont exilés pour peupler les colonies. Sous la Révolution, l'État prend en charge les enfants de la patrie abandonnés grâce à la loi du 28 juin 1793. Ils sont confiés à des paysans. C'est le duc de la Rochefoucauld-Liancourt qui initie cette forme d'assistance, ouvrant la voie à ce qui existera au XXe siècle sous le nom de droit de l'enfant. Des enfants stigmatisés. On ignore souvent qu'à partir de la Restauration 1815, les enfants abandonnés portaient un collier plombé dont l'attache était scrupuleusement vérifiée jusqu'à leur 6e année si les autorités n'oubliaient pas de l'enlever. Une marque d'infamie gardée nuit et jour en tout lieu. Ce collier porte une médaille représentant Vincent de Paul. Y sont gravés un numéro d'immatriculation ainsi que la date de la pose. Ce marquage, tout comme le haillon dont sont avublés ces malheureux enfants, les couvre de honte, ainsi que leur nom, souvent composé de 2 prénoms, celui du saint fêté le jour de l'installation du collier et celui de la personne qui le pose quand il ne s'agit pas d'un sobriquet humiliant. À 6 ans, ces enfants étaient dispersés chez des agriculteurs ou des artisans. Les liens créés avec leurs congénères étaient brisés, une double peine. Tous reconnaissables, ils étaient exploités très jeunes, mal nourris, mal logés, mais vivants et sommés d'être reconnaissants vis-à-vis de leur maître. Au début de l'adolescence, ils changeaient encore de milieu, mis en apprentissage ou envoyés dans la marine, ballottés de rupture en rupture, et ramenés chaîne au poignet lorsqu'ils tentaient de s'échapper. Pour clore ce tableau tragique, pensons au sort réservé aux petites filles, très tôt violées et mises au banc de la société, contraintes dès l'adolescence à la prostitution et à tous les maux qu'elle engendre, physiques, moraux et psychologiques. Elles mourraient très tôt sur le trottoir ou en prison. À partir de 1904, les pupilles de l'État ne sont plus les parias de la société. Ce sont les enfants dont l'autorité parentale a été retirée à des parents défaillants, ou bien exposés ou trouvés encore nés sous X et officiellement abandonnés. Ces pupilles peuvent être adoptés à partir de 1923. S'ils ne le sont pas, ils servent à peu de frais de main-d'œuvre corvéable à merci aux agriculteurs. Les enfants de la DAS portent aussi un matricule. Ce n'est qu'en 1981 que la Suisse admet, avec beaucoup de réticence, que les enfants bâtards, conçus et nés hors mariage, sans père officiel, ont été vendus à des marchands d'esclaves au XIXe siècle. Les chiffres sont stupéfiants. Si dans les années 1850 on dénombre de 25 000 à 30 000 enfants abandonnés par an, on compte plus de 3 millions d'expositions en France entre 1700 et 1950. Aujourd'hui, abandonner son enfant est un acte légal dans de nombreux pays comme les États-Unis, en Tunisie, Maroc, en Algérie. En Europe et au Japon, il existe des boîtes à bébés où sont déposés plus de 400 bébés par an. En Allemagne, en Hongrie, en Suède, en Suisse, en Autriche, en Belgique, en Italie, mais pas en France. Il s'appelle Jules. C'est le 5e bébé de l'année abandonné dans la seule boîte à bébés de Belgique.
gérée par l'association Moeders voor Moeders. Des mères pour des mères. Près d'Anvers. Je sais qu'il y a des critiques contre le tiroir à bébé, mais je suis heureux que cela existe à Anvers pour les mères qui sont terriblement désespérées afin qu'elles puissent abandonner leur enfant en toute sécurité et en toute discrétion, plaide l'adjoint au bourgmestre en charge des affaires sociales. Fons du Château, sur la chaîne flamande VRT. Prénommé Jules par la bénévole qui l'a trouvé, le petit garçon est aujourd'hui placé dans une famille d'accueil, candidate pour l'adopter. Quand il a été déposé dans la boîte, très peu de temps après sa naissance, en décembre, le bébé était en bonne santé. Au vu de la manière dont son cordon ombilical avait été coupé et noué, la mère biologique n'a probablement pas reçu d'assistance lors de l'accouchement, assure la chaîne VRT. Sa mère pouvait revenir sur sa décision pendant 6 mois. Sinon, Jules serait adopté. La boîte à bébé, sorte de tiroir sécurisé et chauffé, garantit l'anonymat au dépositaire. Une alarme se déclenche quelques instants pour prévenir l'association, laissant le temps aux parents de s'éloigner. Ces boîtes existent par centaines en Europe. Elles se multiplient. Depuis le début du siècle, remplaçant les anciennes tours d'abandon. Si elles permettent à ces enfants de survivre dans de meilleures conditions, elles les empêchent de se construire un sentiment d'identité solide, car ils ignoreront toujours qui sont leurs parents biologiques. Ce qui devrait faire réfléchir, une fois encore, à l'injustice pour l'enfant d'un accouchement sous X. Il ne connaîtra jamais ne serait-ce que le nom de sa mère, un scandale humain, car la construction de l'identité passe d'abord par le nom. Boris Cyrulnik ne dit-il pas que l'on ne sait pas où l'on va si on ne sait pas d'où l'on vient? En effet, un individu qui ignore tout ou partie de ses origines est comme amputé, et les membres fantômes sont douloureux. Quoi qu'en pensent les farouches opposants de l'IVG, elle est parfois préférable aux détresses et souffrances inéluctables liées à la blessure d'abandon, dont nous allons analyser maintenant les causes. À l'origine était l'abandon. La peur, c'est l'enfant en nous qui panique. Tar Ben Jelloun. La peur d'être abandonné fait partie de ce que vivent tous les êtres humains à 2 reprises. À la naissance, le bébé quitte à tout jamais ce lieu magique totalement sécurisant, quand tout se passe bien, qu'est le ventre de sa mère. Un peu plus tard, après les premiers mois bénis de la fusion, arrive celui de la diffusion. La mère et l'enfant ne forment plus une entité à 2. Le bébé découvre qu'il est « je » et sa mère tue. L'enfant se développe alors jusqu'à l'autonomie. Si cette période de séparation progressive est vécue dans l'amour et un environnement émotionnel rassurant, la diffusion ne sera plus qu'un souvenir oublié, bien que gravé dans le psychisme de l'enfant. Ces 2 séparations précoces sont inéluctables. Elles ne laisseront pas les mêmes empreintes dans le psychisme. Chaque enfant est unique et ces passages ne se déroulent pas toujours dans les mêmes conditions. Certains n'en éprouvent qu'une inquiétude passagère, d'autres les subiront douloureusement, cruellement parfois. Puis ainsi est fait la vie. Il est impossible d'éviter les départs, les liens qui se délitent ou se dénouent, les deuils. Ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés. Non, ils ne mourraient pas tous, mais la question de l'abandon est vaste comme le monde. L'abandon en héritage. Françoise Dolto ouvrait la question de la transmission de l'héritage psychologique. Les transmissions généalogiques sont présentes dans les inconscients de tout un chacun. De nombreux souvenirs restent inscrits dans la mémoire inconsciente. Positifs ou négatifs, ils ressurgissent de différentes factions au fil de la succession des membres d'une lignée. Les risques de répétition de l'abandon ou du sentiment d'abandon d'une génération à l'autre sont grands lorsqu'il a été vécu par un ascendant. Les parents sont les premiers de la longue chaîne. La pratique thérapeutique le démontre. L'épigénétique le prouve. Les séquelles de l'abandon se transmettent. Épigénétique. Il est aujourd'hui avéré par la communauté scientifique internationale que lorsque des modifications des 85% d'ADN modulables sont liées à un grand stress ou un traumatisme, elles se retrouvent chez des descendants sur plusieurs générations. L'épigénétique, science qui s'occupe de l'expression des gènes, répond enfin à la question de cette hérédité particulière. Nous savons de façon certaine que ces modifications de l'ADN sont héritées. L'abandon réel et les négligences parentales, ces catastrophes affectives et émotionnelles sont des traumatismes psycho-affectifs dont les traces se perpétuent. C'est une mémoire transmise. Boris Cyrulnik parle de mémoire cellulaire. Elle constitue l'héritage psychique et physique des individus, des empreintes invisibles, inscrites dans la longue chaîne transgénérationnelle, parfois sur les 2 lignées. Tout au long de notre vie, nous portons en nous la mémoire de tous nos ascendants, inscrite dans notre ADN. C'est l'inconscient généalogique.
Les répercussions de ces traces mnésiques sont observables sur les personnes pour qui toute forme de séparation, même provisoire, provoque un fort sentiment d'abandon ou une crainte d'être abandonné. Nombreux sont les patients qui, au cours de leur thérapie, découvrent qu'ils doivent réparer une rupture ou un abandon réel vécu par un ascendant, un parent abandonné ou négligé dans son enfance et son adolescence par ses propres parents, va transmettre son insécurité affective à ses enfants qui, à leur tour, seront abandonnés. L'abandonnisme des parents, qui ignorent la plupart du temps ce lourd héritage, peut ainsi se perpétuer sur plusieurs générations si rien n'est fait pour réparer l'histoire familiale, malgré des symptômes évidents pour les professionnels. Anaïde, 65 ans. Anaïde est venue en thérapie pour soigner une dépression. « Je suis née dépressive, disait-elle. Tous les matins, ses réveils sont chargés d'angoisse. Je n'ai pas le droit de vivre une belle vie, de me sentir bien, alors que j'ai tout fait pour l'être. Je suis malheureuse sans en connaître la raison. » Lorsqu'elle me raconte l'histoire de sa famille, les causes de sa dépression sont évidentes pour plusieurs raisons. Si je résume l'histoire d'Anaïde, nous trouvons un cauchemar qui a commencé avec la tragédie des Arméniens d'Anatolie exterminés par les Turcs en 1915. Un arrière-grand-père arrêté bien avant avril 1915 pour avoir aidé des compatriotes à émigrer vers la Syrie. Déjà alors qu'il est à peine âgé de 8 ans, la mère de cet homme est brûlée vive devant lui, dans une église où bon nombre s'étaient réfugiés, croyant se mettre à l'abri des massacres perpétués par les groupes des jeunes Turcs qui avaient pris le pouvoir à Istanbul. Il est sauvé de justesse par d'autres compatriotes rescapés, puis il est pris en charge dans un orphelinat jusqu'à sa majorité. 2 grands-pères dont les parents sont décédés tragiquement en raison d'un génocide. Ils ont dû s'exiler, avec dans la lignée paternelle la perte du sentiment d'identité en raison du nom déformé, ce qui est très fréquent pour la plus grande majorité des immigrés d'où qu'ils viennent. Une grand-mère maternelle décédée 3 jours après avoir mis au monde une petite fille, Anaïde, dont ma patiente porte le nom, morte à 10 mois. Faute de moyens, la mère et l'enfant ont été mises dans une fosse commune. Il n'y a eu aucun rituel d'inhumation. Pourtant, la communauté arménienne avait proposé de se cotiser pour leur offrir un enterrement. Le père orgueilleux avait refusé. Une mère orpheline très tôt, donc, elle n'avait que 2 ans, abandonnique et dépressive. Un début de vie dépressif pour Anaïde, avec des problèmes de survie dus à des difficultés pour être alimentée. Elle était en couveuse nourrie par perfusion. On ne s'étonnera pas d'apprendre qu'Anaïde n'ait pas voulu devenir mère à son tour. Nous la retrouverons plus tard. Les drames familiaux vécus par les ascendants sont bien présents dans ce que l'on nomme le co-inconscient familial. L'abandon est la langue maternelle, d'après le docteur Pierre Bockel. Sans en avoir conscience, les immigrés et leurs descendants souffrent d'abandonnisme. L'exil en est la cause. Quitter ses racines, des membres de sa famille, sa culture et sa langue maternelle constituent un grave traumatisme. Il s'agit de départs forcés pour fuir une société en crise, politique, économique, religieuse, ou des conditions de vie intenables, guerre, génocide, racisme, etc. Grandir dans un pays dont la langue n'est pas celle de ses parents cause des problèmes spécifiques, pour des raisons aujourd'hui démontrées par la neurobiologie du cerveau. Le romancier israélien Aaron Appelfeld, lui-même exilé, disait qu'un homme qui perd sa langue est infirme pour la vie, pour plusieurs raisons. La mémoire est toujours combinée avec les émotions. La langue maternelle est la langue du cœur, des émotions. La transmission de la langue maternelle enseigne la bonne gestion de sa vie émotionnelle, très difficile dans une langue apprise dans un autre pays. Les nuances des émotions n'existent que dans la langue maternelle. Les échanges entre la mère et l'enfant sont déterminants pour la création d'une bonne banque d'émotions chez l'enfant, d'un vaste répertoire de sensations associées à des mots, des pensées ou des souvenirs. S'ensuit un manque considérable sur le plan de la communication des émotions. Comme le dit Jacques Derrida, « Je n'ai qu'une langue et ce n'est pas la mienne ». Une langue ne se résume pas à 2 mots, c'est une musique, perçue par l'enfant dans le ventre de sa mère. Une certaine façon de penser, de ressentir, de percevoir le monde et de communiquer. La langue maternelle fait partie de la construction du sentiment d'identité. Les différences linguistiques mal vécues génèrent des problèmes identitaires liés à l'abandonnisme. Les conséquences, il est difficile de communiquer sur ses émotions car dans l'ignorance de la langue maternelle, elles ne sont pas connectées avec le système nerveux. La mémoire se perd, s'enfonce dans un territoire auquel on n'a plus accès. Même les parents se coupent de leur histoire, éloignant ainsi leurs enfants de leurs origines. Plusieurs générations en souffriront. Edwige, 35 ans. Je suis née dans une ambiance de deuil. Je me souviens que j'ai toujours entendu parler de déportation, de tragédie.
sans jamais poser aucune question. C'était un sujet tabou. Je me sentais mise à l'écart, car plusieurs personnes de la famille parlaient une langue que je ne connaissais pas. J'ai des angoisses diffuses depuis la maternelle. J'ai toujours été en retrait, j'avais trop peur des autres, de ne pas être acceptée, et surtout une terreur d'être seule. Je ne me sentais pas en sécurité à l'école. Je jouais à adopter mes poupées et mes peluches chaque fois qu'on m'en offrait une, comme ma grand-mère maternelle qui a été adoptée à 5 ans, mais n'a jamais voulu en parler. Sa mère lui écrivait régulièrement, promettant de venir la chercher, mais n'est jamais venue. Je n'étais bien qu'à la maison, mais j'ai été envoyée en pension après le collège. Je crois que j'ai toujours eu peur d'être seule, je ne sais pas qui je suis. L'insécurité et l'angoisse m'ont toujours accompagnée, et je ne peux qu'imaginer le pire en toutes circonstances. C'est l'héritage transgénérationnel qui se manifeste. Tout ce qui arrive est décodé implicitement en fonction de cette transmission, comme si un étranger à l'intérieur de soi venait avertir d'un danger, être oublié, abandonné. Ce n'est pas une fatalité, mais une transmission. Lila, 64 ans. Je porte la colère de ma grand-mère paternelle, décédée à la suite d'une IVG qui a provoqué une septicémie. J'en ai subi une, exactement le jour anniversaire de son décès. Sa propre mère, mon arrière-grand-mère maternelle, était une faiseuse d'anges, une avorteuse. Ce n'est pas un hasard. Elle est morte brûlée dans un incendie. Je subis une malédiction. Je n'ai pas eu d'enfant. Une hérédité transgénérationnelle explique souvent chez les jeunes femmes le refus de devenir mère. Elle suscite chez d'autres un fort désir d'enfant qui seront souvent qualifiés de réparateurs, car l'enfant doit aussi assumer cet héritage pathologique qui soulage les parents mais risque de l'écraser. Certains enfants portent leurs parents et sont leurs premiers thérapeutes. Le parent abandonnique fait inconsciemment revivre à son enfant ce qu'il a vécu, ce que certains de ses ascendants ont enduré. Dans ses ouvrages, Alice Miller décrit le même schéma sur plusieurs générations fondées sur l'abandon. Avant la naissance, le fœtus garde le souvenir de sa vie. François Dor. Dans le ventre de sa mère, l'enfant ressent ses tourments ou son manque d'amour, voire son rejet lorsqu'il n'est pas désiré, s'il dérange des projets personnels ou professionnels ou leur nuit. Déjà in utero, il s'imprègne de la vie émotionnelle et psychique de ses deux parents, ce qu'on appelle les engrammes ou empreintes, car la chair est notre seconde mémoire. Quant aux tentatives d'avortement, elles gravent chez l'enfant qui survit un légitime sentiment de rejet. En outre, des futures mères extrêmement anxieuses après une ou plusieurs fausses couches ou la perte d'enfants nés trop prématurément portent dans leur chair un immense sentiment d'abandon, un deuil souvent impossible ou extrêmement difficile à faire, pour le père également, une très forte douleur transmise dans la mémoire inconsciente de l'enfant qu'elle porte, dit de remplacement ou de consolation. Rassurons-nous, si beaucoup d'enfants n'ont pas été souhaités, ils sont souvent non seulement acceptés mais aussi très aimés dès leur naissance. Jeanne, 65 ans. Ma mère ne voulait pas être enceinte. Je ne saurais pas être mère, je n'ai pas le temps, disait-elle. À plusieurs reprises et durant près de 3 mois, elle a tenté de me faire partir de diverses façons. C'était bien avant l'autorisation de l'IVG. Je devais avoir envie de vivre, car je suis restée bien accrochée. Elle vécut dans la terreur de m'avoir abîmée, et ma naissance fut entourée d'angoisse. Elle cherchait sans arrêt des signes d'anormalité, me plaçant et me surveillant sans cesse. La culpabilité et la peur de ma mère ont été la toile de fond émotionnelle de mes premières années. Les séquelles de ce rejet in utero, si j'ai su tout au long de ma vie développer de nombreuses et très fortes amitiés, je n'ai pas connu l'amour. Je le refusais de toutes mes forces, même si plusieurs hommes m'ont profondément aimé. Comment faire confiance ? Quant à l'idée d'avoir moi-même des enfants, franchement, elle ne m'est jamais venue. La solitude a toujours été mon refuge et je la protège encore. C'est mon bien le plus précieux. Victor, 60 ans. J'ai toujours refusé d'avoir des enfants. Ma mère ne voulait pas de moi. Mon chéri, m'a-t-elle dit, tu étais la pire tuile qui me soit arrivée. Mais je t'ai aimé dès que je t'ai vu. J'en ai conçu l'horreur d'une famille à fonder. Un enfant, c'est une prison. J'étais un bébé non désiré et je suis née 2 mois trop tôt. Peut-être pour me débarrasser plus vite ma mère de ce poids dont elle ne voulait pas. Elle s'est mariée parce qu'elle était enceinte. Un mariage sans amour. Puis elle a vécu une grossesse très inconfortable. Ma naissance fut pour elle un véritable calvaire. Je suis née dans un drame. Durant ma première semaine de vie, les seuls contacts que nous avons partagés étaient les moments où elle m'allaitait. Finalement, je paye encore d'être née. Ma vie me rend triste. En réalité, je ne suis qu'un champ de bataille. Je suis consumée par la nostalgie, sans savoir de quoi. J'ai des éraflures sur ma carrosserie narcissique. Finalement, j'ai le sentiment d'être seule affectivement. C'est ce qu'il y a de plus dur à vivre. Si le milieu intra-utérin n'est pas le seul élément constitutif d'une personnalité, il est loin d'être anodin.
De nombreuses recherches scientifiques décrites entre autres par Boris Cyrulnik ont démontré que les expériences vécues par l'enfant in utero sont essentielles dans le développement d'un sentiment précoce d'abandon, même sans abandon réel. En outre, ce que ressent le père est traduit par les émotions de la mère qui le transmet à l'enfant qu'elle porte. Cette problématique peut parfois être décelée dès la naissance. Il arrive que le tout nouveau-né se cabre, refusant les bras de sa mère, qui ne comprend pas cette attitude. Elle se sent abandonnée par son propre enfant. Ils sont tous les deux malheureux. C'est pourquoi il est si important, en début de thérapie, de prendre le plus d'informations possible sur ces mois si cruciaux et sur la naissance elle-même.